mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Il est 8h19 sur studiokalita.com et c'est l'heure ce matin, exceptionnellement, de la revue de la presse et des médias israéliens. Une revue de la presse et des médias que nous allons débuter par la conversation téléphonique d'hier entre Benjamin Netanyahou et Vladimir Poutine. Tous les médias en parlent, même si on peut dire qu'on est rentré dans une sorte de rengaine et que l'on ne s'émeut pas véritablement dans la presse et dans les médias israéliens de cette conversation. On n'en connaît pas précisément la teneur, mais l'on se doute que les deux leaders ont évoqué la double menace iranienne, celle du nucléaire, mais surtout celle représentée par l'influence grandissante de Téhéran en Syrie. Et justement, cette conversation est intervenue, comme le souligne cette fois l'ensemble des sites d'information et les médias israéliens depuis hier. Cette conversation est intervenue quelques heures à peine après la visite à Damas du chef d'état-major iranien qui a qualifié d'inacceptable le fait que les avions israéliens puissent se livrer à des raids contre des positions syriennes lorsque, leur semblait, selon les observateurs, Benjamin Netanyahou serait préoccupé par la rencontre d'hier matin donc à Damas qui confirme le renforcement de cet axe Téhéran-Damas, mais il serait également inquiet du refus de Moscou d'exercer des pressions sur les Iraniens pour qu'ils limitent leur présence et leur influence en Syrie. La conversation téléphonique entre Poutine et Benjamin Netanyahou est donc liée à cette inquiétude, à ces préoccupations israéliennes. Les journaux soulignent que pour l'instant, il semble que les Russes ne souhaitent pas vraiment, pour des raisons stratégiques, exercer de trop solides pressions sur Téhéran. Et pour revenir à la conversation Poutine-Netanyahou, il semble que le Premier ministre les provoquait après avoir compris que les Russes n'entendaient pas véritablement neutraliser l'influence iranienne en Syrie. Certes, Moscou aurait accepté d'étendre une zone de sécurité sans la moindre présence ni de l'Iran ni du Hezbollah le long de la frontière israélo-syrienne sur le plateau du Golan, mais apparemment la largeur de cette zone est insuffisante. Les Israéliens voudraient que cette zone soit d'une largeur de 60 km, alors que les Russes, eux, sont prêts à concéder seulement 15 km de zone, on va dire, neutralisée de toute présence iranienne. Le Israël Hayom cite ce matin l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, qui a affirmé que toute menace sécuritaire au Proche-Orient était liée à l'Iran, tout en précisant qu'elle déplorait l'approche, je cite, dangereuse du Conseil de sécurité au sujet du dossier iranien. Et en marge de ce développement, le Israël Hayom consacre ce matin sa manchette au plateau du Golan, mais à un autre aspect moins connu de ce célèbre plateau. Il s'avère en effet que 50 ans après la guerre des 6 jours, le plateau du Golan n'a toujours pas été totalement nettoyé des dizaines de milliers de mines que les Syriens y avaient déposées. Il y aurait, selon le journal, encore quelques 250 hectares de terrain minés sur le plateau du Golan. Ces mines ont déjà coûté au cours des 50 dernières années plusieurs vies humaines et blessé de nombreux Israéliens qui étaient en excursion dans cette région. C'est pourquoi l'État d'Israël a décidé de lancer un plan visant à déminer ces quelques 250 hectares dans les 3 prochaines années, ce afin donc de permettre aux touristes israéliens et non israéliens également de visiter l'intégralité de cette splendide région qu'est le plateau du Golan, et ce avec plus de sécurité. Et puis le site NRG publie ce matin un éditorial qui en fait a été publié hier dans le Israël Hayom, mais c'est un éditorial qui est signé Yossi Beilin. Pour ceux qui auraient oublié ce nom, Yossi Beilin a été l'un des principaux artisans des accords d'Oslo il y a près de 25 ans. Il était alors l'un des proches conseillers de Shimon Peres. C'est un homme de gauche. Et pourtant, dans cet éditorial, il s'aligne sur la position très controversée, justement dans la gauche israélienne actuelle, du nouveau leader du Parti travailliste Avi Gabay, qui avait affirmé en début de semaine qu'un accord de paix avec les Palestiniens ne devait pas obligatoirement entraîner le démantèlement d'implantations israéliennes en Judée et Samarie. J'espère, écrit Yossi Beilin donc dans cet éditorial, que si Avi Gabay en vient un jour à mener les pourparlers de paix en tant que Premier ministre, il fera en sorte qu'une minorité juive puisse continuer à vivre dans un État palestinien indépendant, écrit donc Yossi Beilin dans cet éditorial. Le Haaretz affirme ce matin en une que 8 pays européens pourraient exiger des dédommagements à Israël pour avoir détruit des maisons construites par les Européens en zone C
qui est pourtant, selon les accords d'Oslo, sous contrôle exclusif israélien. En fait, cette construction a été faite par les Européens dans la vallée du Jourdain de manière illégale, sans accord d'Israël. Israël a donc détruit ces bâtiments. Et donc désormais, les Européens veulent être dédommagés d'une somme d'environ 30 000 euros. Selon le Haaretz, ce sont les Belges qui mènent cette initiative de dédommagement avec le soutien de 7 autres pays européens qui ont été impliqués dans le financement de ces bâtiments, dont la France. Le site Ynet consacrait ce matin sa page d'ouverture à la chute de Daesh à Raqqa, mais le site explique que le mouvement terroriste ne va pas s'évaporer. Il contrôle tout de même encore un territoire grand comme la moitié de l'État d'Israël et disposerait de nombreuses cellules dormantes qui peuvent se réveiller à tout instant et commettre des attentats d'envergure, comme cela s'est récemment produit à Londres. Les quotidiens israéliens et les sites d'information reviennent ce matin sur l'annonce politique surprise d'hier, la démission de Zahava Galon, la leader du parti d'extrême gauche Meretz, de la Knesset. Zahava Galon a expliqué sa démarche en affirmant qu'elle voulait consacrer toute son énergie à restaurer le parti Meretz, qui est dans une situation politique périlleuse et qu'elle ne pourra pas mener à bien cette mission si elle continue son activité parlementaire. Zahava Galon est entrée à la Knesset en 1999. Elle y est considérée comme une parlementaire très active. D'ailleurs, dans la classe politique israélienne, à gauche comme à droite, on a salué Zahava Galon et celle-ci sera remplacée sur les bancs de la Knesset et sur les bancs du parti Meretz par l'actuel secrétaire général du parti, Moussi Raz. Et puisque nous parlons politique, le Yediot Aharonot nous indique que finalement la loi sur l'immunité absolue d'un Premier ministre israélien face à des poursuites pénales ne sera pas soumise prochainement à la Knesset. Motif, il faut pour cela que, selon les accords de coalition, l'aval de tous les chefs de parti formant la coalition gouvernementale. Or, dans le cas précis, Moshe Carlon, le président du parti Kulanu, refuse de cautionner ce projet de loi, intitulé également la loi française, parce que ce projet est comparable à la loi républicaine qui interdit la justice de poursuite, qui interdit à la justice de poursuivre pénalement un président français en exercice, et ce afin qu'il puisse, d'une certaine manière, se consacrer à gérer les affaires de la nation. La seconde chaîne de télévision, Arutz Shtaim, et les sites d'information se sont fait largement l'écho hier du malaise très palpable ressenti par des députés qui participaient hier à la Convention interparlementaire internationale qui réunit des parlementaires de très nombreux pays du monde entier, alors que la députée israélienne Sharon Haskel expliquait aux participants à cette convention que l'État d'Israël était un État libre et démocratique. Des représentants de plusieurs pays arabes se sont insurgés contre elle et l'ont empêché de poursuivre son intervention en tambourinant sur les tables du colloque. En réaction, la délégation israélienne a décidé de quitter la grande salle de ce colloque. Nous étions très embarrassés, a admis le député du camp sioniste Nachman Shai qui participait donc à ce colloque. Les organisations pro-BDS qui soutiennent le boycott anti-israélien ont reçu un coup dur au cours des derniers jours après que la mairie de Londres ait refusé de diffuser dans la capitale britannique des affiches visant à présenter la déclaration Balfour comme l'étincelle qui a provoqué le conflit israélo-palestinien à travers la création de l'État d'Israël et scellé d'une certaine manière ce que les Palestiniens ou les pro-BDS appellent le malheur du peuple palestinien. Le centenaire de la déclaration Balfour, je vous le rappelle, sera célébré en Israël et en Grande-Bretagne le 2 novembre prochain. Et puis le site du Times of Israel, dans sa version en français, annonce le départ d'Alain Jakubowicz de la présidence de la LICRA et son remplacement par Mario Stasi. Ce départ anticipé, cette nomination ont été annoncées hier matin par le site de la LICRA. Et Mario Stasi s'explique dans les colonnes du Israël Hayom. Un mot de sport pour terminer cette revue de la presse israélienne. Le Yediot Aharonot nous révèle en effet ce matin que l'Éthiopien Haïlé Gabriel Selassie, l'un des plus célèbres marathoniens au monde, participera dans 6 mois, en mars prochain, au Marathon international de Jérusalem dans le cadre de sa première visite en Israël. Gabriel Selassie a été par 2 fois champion olympique du 10 000 mètres à Atlanta en 1996 et à Sydney en 2000. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Nous allons marquer une pause et on retrouve dans quelques instants l'invité de la rédaction qui sera ce matin Michel Taubman, le journaliste Michel Taubman. Il est en ligne ? Eh bien, il est en ligne. Alors, on va tout de suite prendre Michel Taubman, qui est un expert dans le dossier iranien, pour parler avec lui des derniers développements dans ce dossier, que ce soit concernant la menace du nucléaire iranien et la remise en cause de l'accord de Vienne, et ou que ce soit également donc cette présence grandissante de l'Iran en Syrie qui s'est exprimée au moins hier à travers
à travers la rencontre entre les deux chefs d'état-major iraniens et syriens à Damas. Nous avons quelques difficultés techniques, alors nous allons marquer un jingle et on se retrouve tout de suite après pour parler avec Michel Topman. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.